Soutenir l'économie réelle en utilisant son épargne pour aider les entreprises avec Trade Republic. Voilà, on se retrouve pour cette matinale de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants qui est consacré au soutien de l'économie réelle. On va voir comment concrètement on peut, grâce à son épargne, aider les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. Pour en parler, j'accueille Mathias Bacchino. Est-ce que je l'ai bien dit ? Très bien, merci. Bon, alors ouf. Bonjour. Vous êtes General Manager France chez Trade Republic. Est-ce que vous pouvez nous présenter Trade Republic, qui n'est pas très connu, mais c'est normal, vous êtes une jeune entreprise. On vient juste d'arriver effectivement sur le marché français il y a un peu plus d'un mois et demi. Trade Republic, c'est une banque de courtage allemande, donc un courtier régulé en Allemagne, donc par la Banque d'Allemagne et la BaFin, qui est l'AMF allemande, et qui, depuis 2 ans, démocratise, depuis début 2019, l'investissement en actions et en ETF via mobile, à moindre frais, auprès des Allemands et des Autrichiens pour l'instant, avec un succès absolument considérable. Parce que Trade Republic a été élu meilleure banque pour investir en Allemagne en 2020 par le Handelsblatt. J'espère que je l'ai bien dit. Sûrement. Par ailleurs, reçoit de très nombreuses sollicitations de clients. On aura l'occasion dans les mois qui viennent de communiquer sur le nombre de clients de Trade Republic en Europe. Donc Trade Republic débarque enfin en France avec une offre simple, très transparente, avec une tarification à 1 euro par ordre de bourse exécuté sur 8500 actions et ETF du monde entier. Donc c'est une tarification qui est forfaitaire, qui est basse. 1 euro, c'est pas beaucoup, mais surtout l'intérêt, c'est que c'est pas proportionnel, c'est pas en pourcentage, mais c'est forfaitaire. C'est-à-dire que, en gros, que j'achète une action d'une petite valeur ou d'une grande valeur, je vais payer 1 euro. Exactement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quelle que soit la nationalité de l'action, que vous achetiez du Apple, du LVMH, du Valneva ou une action australienne, eh bien c'est 1 euro l'ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Alors que dans la plupart des banques et courtiers traditionnels, la tarification du courtage, de manière étonnante d'ailleurs, est un pourcentage. Et donc pour les ordres de plus grosse taille, ça peut être un vrai sujet. Et comment est-ce que vous arrivez à ce 1 euro pour toutes les actions, alors qu'effectivement vos concurrents prennent des frais beaucoup plus élevés ? Bien, en fait, il y a 2 aspects à cela. Le premier aspect, c'est que Trade Republic est une entreprise récente. Vous savez que dans l'univers technologique, c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est pas moi, hein, mais tous les 5 ans, il faut tout refaire. C'est-à-dire que tous les 5 ans, en moyenne, une infrastructure technologique doit être intégralement refondue, redéveloppée. Trade Republic, ils ont passé, les 3 fondateurs de Trade Republic ont passé 2 ans et demi, entre 2016 et 2019, à développer un code, un système de courtage, un système bancaire totalement nouveau avec les dernières technologies qui automatisent des processus extrêmement complexes et qui permet d'avoir une efficacité, une agilité technologique beaucoup plus forte et donc des coûts de fonctionnement en fait bien inférieurs. Et l'autre spécificité, c'est que Trade Republic exécute les ordres de ses clients sur la bourse de Hambourg et plus précisément sur le segment digital de la bourse de Hambourg, et donc à des frais bien moindres de fonctionnement que la plupart des courtiers et banques traditionnels. Ensuite, l'autre grande spécificité, je dirais, de Trade Republic, et je pense bien en lien avec le thème de ce matin, c'est la possibilité de mettre en place ce que l'on appelle des investissements programmés. C'est-à-dire que, comme la plupart des gens le font sur leur livret A, c'est-à-dire mettre 20, 30, 50 euros par mois sur son livret A en fonction de ses capacités, comme les épargnants qui ont plus de moyens mettent des versements libres programmés en place sur leur contrat d'assurance vie, eh bien avec Trade Republic, il est possible d'investir sur 2500 actions du monde entier, des petites valeurs et des grandes valeurs, mais aussi sur 1100 ETF, de manière régulière. Ne vous inquiétez pas, chers internautes, on expliquera ce que c'est et tout l'intérêt d'investir dans les ETF qu'on appelle aussi les trackers. Oui, tout à fait. Mais ça, on verra ça plus tard. Très bien. Est-ce que c'est vrai qu'on a commencé cette matinale en le disant, c'est un postulat. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs études là-dessus qui l'ont confirmé. On dit que les Français souhaitent que leur épargne ait davantage de sens, soit davantage utile, finance plus directement l'économie réelle. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui, alors il y a une étude intéressante de notre partenaire BlackRock, c'est People and Money, avec un sondage mené sur tout un échantillon d'Européens. En France, 84% des personnes interrogées souhaitent que leur épargne soit utile. Donc voilà, ça c'est une volonté très forte, manifeste de la part des Français, d'investir utilement. Et pour autant, sur les 5 300 milliards d'euros, c'est-à-dire une somme considérable, d'épargne financière des Français, vous en avez les 2/3 qui sont sur des produits de taux non directement productifs, c'est-à-dire des fonds en euros, des livrets A, voilà, ce type de produits. Donc vous avez les 2/3 de l'épargne qui est immobilisée, qui dort, qui ne sert pas l'économie réelle. Et en parallèle, vous avez 30 milliards d'euros de besoins en fonds propres dans les PME françaises. Ça, c'est Euler Hermès qui le dit. À l'issue de cette crise du coronavirus, il y a 30 milliards d'euros de besoins en fonds propres pour les PME françaises. D'accord, c'est que compte tenu de la crise sanitaire, il y a encore plus de besoins de financement. Bien sûr. Les entreprises ont puisé dans leurs réserves pendant cette crise. C'est particulièrement vrai pour les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et donc, il y a ce besoin qui est considérable. Cette volonté des Français d'investir. Ouais. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche, puisque on a encore toutes ces 2/3 de cette épargne qui est investie dans des produits non directement productifs. Mais alors pourquoi un tel paradoxe ? Bien, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est probablement la complexité de fonctionnement des outils d'investissement dans l'économie réelle. Ça, c'est voilà, le premier aspect. Un problème d'accessibilité, c'est compliqué, il faut comprendre. Il y a des efforts qui ont été faits, bien sûr, avec, entre autres, la création du PEA-PME, on en reparlera dans cette émission. Mais il y a toujours cette complexité et cette défiance et un frein psychologique majeur en France sur le fait de quand est-ce que j'achète et qu'est-ce que j'achète. Et est-ce que j'achète pas trop haut, trop cer ? C'est un peu ça aussi. Il y a toujours et c'est vrai que personne ne peut le dire, en plus, factuellement. Exactement. Et puis même ce qu'on appelle des traders, les investisseurs professionnels les plus chevronnés, n'y arrivent pas toujours. La crise financière de 2008 n'a pas dû faire du bien non plus. Bien sûr, oui. Il y en avait eu d'autres avant. Il y avait eu l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Cela étant, je remarque que l'AMF nous indique que depuis sa création, l'indice CAC 40 a généré 6,8% par an en moyenne. Et la clé de cela, ce qui manque à la pédagogie de l'épargne en France, c'est sur ce « en moyenne ». C'est-à-dire que les Français doivent sans doute cesser de croire qu'investir en bourse, c'est-à-dire investir dans des entreprises, investir dans l'économie réelle, doit se faire au bon moment. La réalité, c'est que l'investissement en bourse est a priori le meilleur des placements à long terme, qu'il est par ailleurs utile à l'économie réelle puisqu'il renforce les fonds propres des entreprises, et que c'est l'investissement le plus rentable dans la durée, à condition d'y investir régulièrement. Il faut cesser d'espérer investir au bon moment pour générer une plus-value très forte très vite. Le trading spéculatif est probablement une hérésie pour le grand public. En revanche, investir régulièrement en bourse dans la longue durée, c'est probablement le meilleur placement possible, à la fois pour soi, pour son épargne, pour son avenir financier, mais aussi pour l'économie réelle, qui en a bien besoin. Oui, en fait, il ne faut pas espérer faire un coup financier, se dire que, voilà, en fait, j'achète au plus bas, et puis quelques mois après, je pourrais vendre au plus haut. Juste, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans cette situation-là, dans ce paradoxe-là, parce qu'il y avait un autre paradoxe qui était, j'allais dire, l'ancien fonds en euros de l'assurance vie, qui offrait une garantie sur le capital et qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, offrait un rendement qui était plutôt pas mal. Est-ce que il y avait ça, puisque normalement, dans la finance, soit vous avez la sécurité, mais du coup, vous avez un faible rendement, soit vous avez le risque, mais parce que vous avez un rendement plus élevé, enfin, un rendement potentiel plus élevé. Est-ce que, en fait, il n'y a pas eu cet anachronisme presque du fonds euro qui était à la fois garanti et à la fois plutôt rémunérateur et qui a tout faussé, en fait? C'est les deux grandes spécificités françaises de l'épargne, le livret A et le fonds en euros. Effectivement, ce sont des spécificités françaises, ça existe à ma connaissance nulle part ailleurs. Le fait d'avoir ce triptyque, un rendement significatif, un capital totalement garanti et une liquidité, c'est-à-dire la capacité à retirer ses fonds à tout moment,
C'est complètement addictif pour les épargnants et les investisseurs, alors que, à côté de ça, pour l'investissement productif, on a une complexité très forte autour du fonctionnement du PEA et du PEA-PME qui a été un peu amélioré par la loi PAC, mais il y a encore beaucoup de travail pour le simplifier, on va en parler. Et en même temps, une fiscalité qui a été parfois confiscatoire, qui est aujourd'hui plus... je dirais, traditionnel, ou en tout cas aligné avec les standards internationaux, avec et qui est beaucoup plus homogène, puisqu'effectivement, maintenant, il y a la flat tax, à peu près. Exactement. Presque tous les placements ont plus ou moins aujourd'hui la même fiscalité, qui est de l'ordre de 30%, avec les prélèvements sociaux. Mais clairement, voilà, cette inégalité a incité l'investissement et l'épargne non productive en France. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un problème. Les Allemands, qui ont un tissu d'entreprises de taille intermédiaire partout sur leur territoire, ont démontré que ça fonctionnait bien aussi pour la cohésion sociale, parce que l'industrie et les PME rémunèrent mieux, je dirais, que le tertiaire ou les grands groupes. De fait, c'est constaté, ça a été démontré. Et crée beaucoup d'emplois indirects. Pour un emploi industriel, il y a généralement 3 emplois dans le service. La Fondation Concorde, qui est un club de réflexion économique dont je suis membre, a démontré que l'emploi industriel et l'investissement productif étaient par ailleurs un facteur essentiel de cohésion territoriale. Quelque temps après la crise des Gilets jaunes que nous avons connue, c'est un facteur que nous devons tous avoir en tête. Alors ça fait depuis pas mal de temps que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ont tenté de flécher l'épargne des Français vers le financement de l'économie réelle. Et notamment, il y a eu, alors c'est vrai qu'on en a parlé, mais je pense que c'est important de bien présenter le produit, et en plus ces dernières évolutions, il y a eu la création du PEA-PME, ETI, enfin on parle plutôt du PEA-PME, qui est effectivement destiné aux petites et moyennes entreprises, et encore une fois je le dis, qui peut s'ajouter au PEA, puisque vous savez que normalement on ne peut détenir qu'un seul PEA par membre du foyer fiscal. Alors Mathias, qu'est-ce que le PEA-PME? Et je crois qu'effectivement la loi Pacte a mis des nouveautés sur le PEA-PME. Alors la première chose à dire, c'est que si quelqu'un réussit à expliquer simplement au grand public ce qu'est le PEA-PME et son mode de fonctionnement, et à s'en rappeler instantanément, c'est un miracle. Donc il y a là déjà un premier problème. En revanche, effectivement, c'est une enveloppe fiscale, donc c'est un compte-titre, un PEA-PME, avec des règles fiscales particulières et des critères d'éligibilité des titres que l'on peut y mettre, des actions que l'on peut y loger, qui sont spécifiques. Donc, il s'agit d'actions françaises ou européennes, ça, c'est la première chose. Ensuite, d'actions qui n'ont pas une capitalisation, c'est-à-dire un capital social trop important. Voilà, il y a un seuil maximal de capital social pour cibler principalement les petites et moyennes entreprises. Enfin, il y a le besoin pour les entreprises qui souhaitent être éligibles, donc pouvoir être utilisées dans un PEA-PME, de le faire savoir. Il faut que les entreprises s'enregistrent pour pouvoir y être éligibles. Ensuite, vous avez un seuil maximal d'investissement, c'est-à-dire ça concerne très peu de gens, bien sûr, mais ce seuil a été, vous l'avez indiqué, considérablement relevé. Le plafond, voilà, c'est-à-dire, et encore une fois, attention, c'est le plafond de versement, c'est-à-dire que les intérêts peuvent s'ajouter. Pour faire simple, les intérêts, les plus-values peuvent s'ajouter. Donc là, on parle là des versements. Effectivement, on est passé de 150 000 euros, comme pour le PEA classique, on va dire, à 225 000 euros. Mais c'est en cumulé entre le PEA et le PEA-PME si on détient les deux. Donc voilà, il y a toute une série de règles sur les versements. Après, des montants importants comme cela concernent peu de gens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à l'heure actuelle, vous avez en France un peu plus de 200 000 PEA-PME, un peu plus d'1 milliard d'euros et quelques investis dans cette enveloppe. C'est effectivement insuffisant quand on compare aux besoins de 30 milliards d'euros de fonds propres pour les PME et les ETI en France. Donc c'est un véhicule qui est utile parce que fiscalement intéressant. Oui, parce que en fait, si au bout de 5 ans, les plus-values ne sont pas imposées, il y a juste les prélèvements sociaux à 17,2%. C'est ça, ce qui fait que effectivement, dans la durée et pour encourager la détention à long terme de ces entreprises, c'est un véhicule qui est utile et intéressant. En revanche, c'est vrai que chez Trade Republic, on a une approche un petit peu différente, peut-être plus
disruptive, pour utiliser un terme à la mode, puisqu'on considère, nous, que c'est pas avec la fiscalité et une liste restreinte de titres et des seuils complexes que l'on peut démocratiser auprès du grand public l'investissement en PME, en ETI. C'est en simplifiant tout cela, en rendant accessible, en l'occurrence, nous, c'est avec une application mobile, avec une tarification simplissime, avec une liste de titres très large, puisque vous avez 600 actions françaises qui sont disponibles. Donc, il y a différentes approches. Ce qu'il faut retenir, c'est que investir dans les petites et moyennes entreprises et dans les entreprises de taille intermédiaire est utile à l'économie, puisque ça renforce leurs fonds propres et donc leur capacité d'investissement et donc leur capacité à créer des emplois. D'accord, c'est tout l'objet justement de cette matinale. Est-ce que c'est possible d'investir dans les PME via l'assurance vie ? Oui, alors vous avez différentes manières de le faire. Vous avez certains contrats d'assurance vie qui permettent d'investir directement dans des actions. Alors, assez peu en général des petites et moyennes valeurs, mais vous pouvez le faire par l'intermédiaire de deux types de véhicules, que sont les OPCVM, les fonds d'investissement, et les ETF. Donc les ETF, on en parlait tout à l'heure et on va en reparler, mais ce sont des fonds d'investissement moins chers que les fonds classiques, puisqu'ils répliquent tout simplement la performance d'un indice. On en parlera, oui. Et donc, dans l'assurance vie, vous prenez par exemple chez assurancevie.com, qui est un courtier en ligne avec peu de frais, vous avez des contrats qui permettent d'investir dans des produits qui répliquent la performance d'indices de petites et moyennes entreprises. Okay. Donc, c'est possible de le faire. L'assurance vie n'est pas la manière la plus directe d'investir dans des petites et moyennes entreprises ou dans des entreprises de taille intermédiaire, mais c'est possible de le faire par l'assurance vie. Que pensez-vous du label Relance ? Je rappelle qu'effectivement, il a été lancé il n'y a pas très longtemps par Bercy. En fait, l'idée, c'est de flécher l'épargne des Français davantage vers l'économie réelle, donc de labelliser des fonds qui doivent bien sûr répondre à un cahier des charges précis, et notamment une partie significative des fonds doit être consacrée aux petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que vous pensez du label Relance ? Tout ce qui permet, en fait, dans la complexité très française de l'univers de l'épargne, de mieux comprendre et identifier les produits financiers et ce qu'ils permettent de faire, est une bonne chose. Donc c'est un label qui a été lancé en octobre. On a peu de recul pour l'instant, uniquement des OPCVM référencés, ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, les ETF ont moins de frais. Donc, il faudrait que, pour le grand public, la gestion passive via les ETF soit également concernée par le label France Relance. C'est utile. C'est peu connu encore pour l'instant, malheureusement, du grand public. Il faut aussi que toute la chaîne soit mise en place, c'est-à-dire que les intermédiaires finaux, ceux qui concrètement distribuent ces fonds, bien les mettent en avant sur leur site internet, que c'est un label existant et important. Il faut que les distributeurs d'informations financières puissent relayer ce label. Mais c'est utile, indiscutablement, ça permet d'identifier les fonds qui vont investir directement en fonds propres et faciliter justement cet apport en fonds propres pour l'innovation et l'emploi dans les petites et moyennes entreprises. D'accord. Alors depuis le début de cette interview, on fait référence beaucoup aux ETF qui ne sont pas forcément connus du grand public. Donc déjà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît Mathias, nous expliquer ce que sont les ETF, comment est-ce que ça fonctionne et comment, toujours pareil, on peut investir dans les PME grâce aux ETF ? Alors, les ETF, ce sont des fonds d'investissement. C'est-à-dire ce sont des produits financiers émis par une grande banque en général ou une grande institution. Vous avez Amundi, vous avez Lyxor pour Société Générale, BlackRock, des noms très connus qui apportent des garanties financières très solides. Et ce sont des produits qui viennent répliquer la performance d'un indice ou d'un ensemble d'actions. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple, là je vais prendre bien sûr un cas assez simple, on a le CAC 40 où il y a les 40 plus importantes valorisations de la place boursière de Paris. Et bien en fait il y a un fonds qui sera constitué d'actions des 40 valeurs qui sont cotées dans le CAC, qui font partie du CAC 40. Exactement, donc l'émetteur, celui qui a fabriqué l'ETF, va acheter lui, pour votre compte, les actions qui composent cet indice, donc quelque part vous investissez au travers de l'émetteur de l'ETF, qui lui-même investit dans l'économie réelle en achetant des actions et qui vous permet du coup d'avoir exactement la même performance que le CAC 40. Le gros intérêt, c'est que
contrairement aux OPCVM traditionnels, qui sont ce qu'on appelle de la gestion active, où il y a de la part de la société de gestion, eh bien, il y a une action forte qui est faite pour décider de ce qu'on met dans l'OPCVM. En fait, concrètement, il y a un gérant voilà. qui fait des analyses, qui achète, qui vend, qui fait évoluer le portefeuille. Exactement. Eh bien, les fonds ETF ont des frais bien moindres, vraiment très significativement inférieurs, et donc grèvent beaucoup moins la performance. Puisque c'est automatique. En fait, c'est automatique. C'est défini une bonne fois pour toutes. Et en fait, c'est quoi? C'est presque des robots en fait qui achètent et qui vendent. Presque. On en est presque à ça. Oui, ce sont des systèmes effectivement automatisés. Je ne sais pas si on peut parler de robots, parce qu'il y a toujours des humains derrière qui contrôlent tout cela, évidemment. C'est pas vraiment des robots, ce sont simplement une manière automatisée par des humains d'agir. Mais c'est une réplication qui est effectivement identique à celle de l'indice qu'on appelle le sous-jacent, et donc de sa performance. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas que le CAC 40, oui, mais vous avez aussi le CAC PME, vous avez aussi l'indice des petites et moyennes valeurs européennes, vous avez aussi le CAC MID, qui est le CAC des moyennes valeurs. Donc il y a tout un tas d'indices, et puis il y a aussi des thématiques, quand vous avez la volonté d'investir dans les entreprises qui viennent révolutionner le secteur de l'énergie, qui viennent favoriser la transition écologique, les entreprises qui sont spécialisées dans la technologie, les nouvelles technologies. Bien, vous pouvez, via les ETF, investir dans vos convictions, c'est-à-dire dans ce en quoi vous croyez. Et ça, je trouve, à moindre frais. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, d'autant plus si vous le faites de manière régulière, dans la durée, ce qui est possible avec les investissements programmés sans frais, pour le coup, là, de Trade Republic. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup, Mathias. On va passer maintenant aux questions des internautes. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Alors, comme vous le savez, Mathias, parce que je suis sûr que vous nous regardez depuis lundi, mais j'en suis persuadé que tous les matins, bien sûr, vous ne loupez pas un épisode de Live Invest. Comme vous le savez sûrement, il y a deux possibilités de poser des questions dans Live Invest. Il y a la possibilité, au moment où on remplit le formulaire d'inscription, on peut poser ces questions, et c'est pour ça que j'ai des questions en amont. Et puis, et c'est le grand avantage du live, on peut poser ces questions en direct via le chat. Alors justement, il y a beaucoup de questions par le chat et beaucoup de questions qui vous concernent directement. Première question, Trade Republic ne s'opère qu'au téléphone. Enfin, je pense qu'on peut parler de smartphone. Est-ce qu'on peut le faire à partir d'un site internet ? Alors, pour l'instant, non. C'est-à-dire que pour l'instant, Trade Republic est une application mobile disponible sur téléphone et tablette pour passer ses ordres. Il y a bien sûr un site internet qui explique le fonctionnement de Trade Republic et ce qu'est Trade Republic. Mais pour l'instant, et j'ai bien dit pour l'instant, il n'est pas possible de passer ses ordres et d'investir directement par le site internet. Ce sera le cas dans les mois qui viennent. D'accord. Est-ce que Trade Republic a des PEA ou seulement des comptes titres ? À ce stade, puisque le PEA n'existe pas ailleurs qu'en France, à ce stade, c'est un compte titre. Mais effectivement, Trade Republic a indiqué d'ores et déjà vouloir, dans les mois qui viennent, proposer aux épargnants français un PEA, puisqu'en fait, malgré la complexité qu'il peut y avoir sur le PEA et les limites qu'il y a sur les montants d'investissement, sur la liste des actifs éligibles, les actions sur lesquelles on peut investir, eh bien, le PEA reste fiscalement l'enveloppe à long terme la plus attractive. Comme Trade Republic a pour volonté de démocratiser en Europe l'investissement en actions à long terme, eh bien le PEA en France sera ce qu'on appelle en bon français un must. Un must-have. Un must-have dans les mois qui viennent. D'accord. Toujours par une question de chat. Si j'ouvre un compte titre chez Trade Republic, quelle fiscalité sera appliquée sur les revenus et sur les plus-values, françaises ou allemandes ? Alors, il s'agit d'un compte titre hébergé en Allemagne. En revanche, c'est la fiscalité, puisque vous êtes résident fiscal français. Et puisque les revenus, en fait, sont perçus quelque part en France. Tout à fait. La fiscalité française s'applique. Et Trade Republic vous fournit tous les documents nécessaires, ce qu'on appelle l'IFU, l'imprimé fiscal unique, pour pouvoir... là, je dois dire plus simplement qu'avant, sur impôts.gouv.fr, qu'on connaît tous, passer toutes les déclarations nécessaires.
Donc voilà, c'est un compte titre qui est en Allemagne pour l'instant, mais avec la fiscalité française classique qui s'applique pour les résidents fiscaux français. Et vous dites pour l'instant, parce que ça pourrait être en France ? Nous y réfléchissons. D'accord, donc il pourrait y avoir un partenariat, là, cette fois-ci avec une banque française ? Alors, il n'est pas nécessaire, d'avoir une banque française, mais une banque internationale. D'accord. Aujourd'hui, Trade Republic s'appuie sur HSBC pour la conservation des titres, donc une institution internationale, et Solaris Bank, qui est une grosse banque allemande pour la conservation du cash. Nous avons évidemment la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros pour tous les montants déposés par les... Comme partout en Europe. Comme partout en Europe. Mais oui, il y a nécessairement, dans la volonté d'expansion internationale de Trade Republic, le fait de s'adapter autant que possible aux spécificités locales. D'accord. Alors là, cette fois-ci, c'était une question qui a été posée en amont que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, elle revient souvent. Faut-il mieux ouvrir un compte titre ou un PEA ? Les deux, mon général. Les deux, parce qu'en fait, les deux enveloppes, les deux types de comptes sont utiles. Le PEA est utile par sa fiscalité à long terme attractive, mais il limite les montants disponibles, il limite également les entrées et les sorties. Donc il y a une voilà. Et il limite le périmètre d'actifs, voilà, puisqu'il n'y a que des actions françaises et européennes. Exactement. Par exemple, il n'y a plus d'actions britanniques. Par exemple. Donc les deux sont utiles. En fait, vous voyez, classiquement, ce qu'on indique, c'est que pour la détention d'actions à long terme françaises et européennes, le PEA est probablement le plus indiqué. Et pour tout le reste, le compte titre est le véhicule le plus adapté. Depuis que la flat tax, donc le prélèvement à 30%, est instauré en France, ce n'est plus non plus... Voilà, il y a un écart de 12% de fiscalité entre le PEA et le compte titre, donc c'est plus terriblement discriminant comme ça pouvait être le cas par le passé. Et le compte titre, par ailleurs, permet une flexibilité, une simplicité que n'a pas le PEA. Et je dirais que si l'on veut, dans une démarche de démocratisation de l'investissement en actions en France, faire passer toute une génération du livret A à l'investissement productif en actions, eh bien, les autorités françaises devraient sans doute réfléchir à une simplification de tout cela et avoir probablement un seul type de compte, beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent et beaucoup plus flexible, quoi. Parce que c'est ce que recherchent, je crois, particulièrement les jeunes générations. Alors justement, en parlant des jeunes, il y a une question qui porte sur le PEA jeune, qui a été mis en place par la loi Pacte, et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu ce matin. Quel est l'intérêt d'ouvrir un PEA jeune ? Alors, moi je faisais partie des défenseurs, aux côtés de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, de la création de ce PEA jeune. Au moment de la loi Pacte, le PEA jeune a pour principal intérêt, on va rentrer dans les détails ensuite, mais le principal intérêt du PEA jeune, c'est de sensibiliser la jeune génération au fait qu'investir le plus tôt possible est très probablement une bonne idée pour son avenir financier et pour l'économie réelle. Donc voilà, cette dimension de sensibilisation est très importante. Est-ce que, au lieu d'un PEA jeune, le gouvernement aurait dû faire des spots sur TikTok, Twitch et YouTube ? Voilà, chacun sera juge. J'ai mon point de vue, évidemment, sur la question. L'intérêt après du PEA jeune, c'est qu'il permet, dans le cadre d'une enveloppe fiscale attractive, de commencer à épargner dès 18 ans, sans pour autant être détaché du foyer fiscal des parents. En fait, le principal sujet, c'était que au sein d'un même foyer fiscal, voilà, le nombre de PEA a été limité, donc les enfants qui étaient rattachés au foyer fiscal... On peut pas en avoir plus de 2. Voilà. Pour un couple, enfin pour Exactement. Un couple, pour un couple, on pouvait pas en avoir plus de 2. Et donc, le PEA jeune a donné cette possibilité-là. Le plafond est relativement limité, puisqu'on est à 20 000 euros, je crois, de plafond sur le PEA jeune. L'attractivité fiscale est la même que sur le PEA, donc c'est une bonne chose. Et ça encourage les jeunes à investir. Et en général aussi les parents à faire investir leurs enfants par l'intermédiaire de ce PEA jeune. Ce qui est intéressant, c'est que au plus on commence à épargner tôt en actions ou en ETF, au plus son patrimoine grandit. Il faut 140 ans pour doubler son patrimoine avec un livret A. Il faut 60 ans pour doubler un patrimoine avec un fonds en euros à 1,20, comme c'est le cas en moyenne cette année. Et il faut 10 ans
si on investit sur le CAC 40 dividendes réinvestis, en tout cas depuis 1988. Donc, je crois que c'est la plus grande utilité, c'est celle-là, c'est une utilité de sensibilisation. D'accord. Est-ce que c'est rentable, puisque là on est dans les rendements, est-ce que c'est rentable d'acheter une action d'une petite entreprise? Est-ce que c'est plus rentable d'acheter une petite valeur qu'une grande valeur, pour faire simple? Alors, il n'y a pas de règle magique. C'est-à-dire que si on prend action par action, on trouve de tout. C'est l'intérêt aussi des marchés financiers et de la bourse. C'est que voilà, il y a des succès, des échecs, il y a une diversité des entreprises à l'image de la diversité de notre société des succès que les uns et les autres peuvent connaître. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que au global, si on regarde l'indice européen des petites et moyennes valeurs, entre 2008 et 2018, il a eu une performance de 121%, là où l'indice européen des grandes valeurs a eu une performance de 38%. Depuis 2018, c'est moins vrai. Les petites et moyennes entreprises performent moins bien que les grandes valeurs. Donc, on trouve de tout, ça change. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on peut équilibrer son portefeuille boursier en ayant un peu des deux. La diversification... Elle est dans le portefeuille boursier aussi. C'est la règle d'or de l'investissement en bourse. On a parlé de l'importance d'investir régulièrement pour s'enlever l'aléa du timing. Il y a un élément qui est essentiel, c'est la diversification. C'est-à-dire il faut avoir dans son portefeuille boursier un équilibre entre des grandes valeurs qui sont plus stables peut-être, un peu moins volatiles, qui sont plus solides aussi parce qu'elles ont des capitaux propres beaucoup plus importants. Qui peuvent délivrer peut-être des dividendes. Voilà, parce qu'elles sont installées dans leur modèle économique. Ce sont des entreprises qui, en général, versent un dividende régulier. Donc ça, c'est intéressant aussi pour un patrimoine d'avoir des revenus réguliers comme ça. Et de l'autre côté, vous avez les grandes entreprises de demain, qui sont aujourd'hui des petites et moyennes valeurs, qui en général délivrent moins de dividendes parce qu'elles réinvestissent beaucoup pour se développer. Vous avez peut-être un sentiment de participer aussi à une aventure humaine un peu plus forte, parce qu'en général, les petites et moyennes valeurs, le facteur humain des dirigeants est plus marqué que dans les grandes valeurs. Donc, un investissement peut-être plus utile aussi pour soutenir la croissance de son pays, soutenir la création d'emplois. Voilà, ce sont des aventures différentes qu'il convient de mêler au sein d'un même portefeuille. C'est absolument indispensable. Il y a sans doute plus de risques à investir dans des petites et moyennes valeurs. C'était une des questions des internautes que j'avais vues. N'est-ce pas plus risqué d'investir dans des PME? Ça dépend de la diversification qu'on met en place dans son portefeuille. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille, c'est moins risqué d'acheter un petit peu de 30 PME qu'une seule grosse action. Voilà, ça c'est évident. En revanche, si vous mettez toute votre épargne sur une PME, c'est très risqué, puisque personne ne peut savoir ce qui va s'y passer. Vous pouvez faire le coup du siècle si la PME se développe et devient une entreprise de grande capitalisation, mais si la PME connaît des difficultés, ça peut vite devenir très ennuyeux. Donc la réponse c'est il n'y a pas de règle standard. En revanche, les petites entreprises sont aussi plus sensibles aux OPA, au fait de pouvoir se faire racheter, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose. Voilà, donc ce sont des choses différentes. La clé, c'est d'investir régulièrement, un petit peu, et de diversifier son portefeuille au maximum. Eh ben, ça sera le mot de la fin, Mathias Bacchino. Il y a un autre atelier qui va suivre, où là, on va rentrer, mais je pense que ça va vous intéresser, Mathias, on va rentrer dans le non-coté. Vous savez, c'est très à la mode. On parle beaucoup du non-coté. On va savoir ce que c'est d'abord le non-coté, et puis comment est-ce qu'on fait pour investir concrètement dans le non-coté. Ça, c'est à peu près à 10h15. Il va y avoir des petites vidéos, là, ces petites vidéos qui sont excessivement bien faites pour faire l'intermède. Et puis donc, je retrouve, excusez-moi, cher internaute, je vous retrouve tout de suite pour parler du non-coté. Merci. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.